Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir Fabrice. Entrez, entrez. Tiens, Christelle. Tu vas bien? Super. Content? Bonsoir. Salut, Dominique. Nice to see you. Nice to see you too. Back in Brussels. Back in Brussels. Au sommaire de votre magazine du cinéma belge, rencontre avec Dominique de Rudereux, réalisateur flamand, révélé avec Crazy Love en 1987. Nominé aux Oscars en 2001 pour Iedereen Beroemd, il sort, dans quelques jours, Flying Home. À ses côtés, nous recevons la comédienne Christelle Cornille, petit rôle, grand rôle, du vélo de Guylain Lambert à Une promesse, le dernier Patrice Lecomte. Elle tourne énormément. En 2011, sa prestation dans Illégal était récompensée d'un Magritte du cinéma. Et bien sûr, les sorties en salle, les tournages en cours et l'agenda de Marie. Allez hop, home cinéma, c'est parti. Santé. Chine. Santé. Je suis bien content de vous recevoir tous les deux parce que on se connaît pas, même si je connais vos travaux respectifs. Dominique, tu es là parce qu'il y a la sortie de Flying Home, ton nouveau film, qui sort bientôt. 2 avril. Il sort partout. Surtout en Flandre, mais aussi à Bruxelles. Il sort pas en Wallonie. J'aimerais bien, Ouais. parce qu'on a le comédien dans le film qui joue maintenant le rôle principal de 50 Shades of Grey. Nice shot. I'm Isabel. I'm Colin Evans. Quand j'ai travaillé avec lui, il n'était pas encore le type qui va venir maintenant, parce qu'il va, il va être très connu. Donc, je voudrais bien qu'il sorte aussi en Wallonie, parce que maintenant on a... Tu sais, les films flamands, parce que c'est un film flamand, mais... Oui, mais tourné en anglais. En anglais, en fait. Donc, j'aurais bien aimé que la Wallonie le voit aussi. You are the American? I'm afraid I am. You can't live in Belgium if you don't like French fries with mayonnaise. Et il s'appelle comment, ce comédien? Jamie Dornan. Ok. Pas connu encore, mais l'année Nationalité prochaine... américaine? Irlandais. Irlandais. Beau mec. Oui. Allez. Non, c'est vrai. Mais J'allais voir le film. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est ce que Plutôt j'ai aller voir dit. le film que lire le livre. Bon. oui, je pense que c'est peut-être plus intéressant. Et l'actrice est mignonne aussi, très jolie. Oui, Charlotte. Ouais. Oui, elle est inconnue en Belgique, c'est son deuxième film. Et on a fait beaucoup de casting, mais elle est tellement naturelle. Look, that's Wittekop. It's his favorite bird. Die klootzak heet niet Colin Evans. En hij was niet hier om een graf te vinden. Sheikh Abdullah Nayed. Estimated capital, 10 billion. Get him. The Barcelona race is the epiphany of endurance. It's my dream to win that race one day. What does it take? The right bird. Let me get you that bird. I'll put 300,000 euros in your name, Go fuck yourself. and I would go ahead and break Isabel's heart. C'est une histoire de quelqu'un qui vient en Belgique pour acheter un pigeon de compétition pour un cheikh riche. Et alors il tombe amoureux pas seulement de la fille, mais aussi du pays, façon de vivre, et il est confronté avec sa propre orgueil, son truc avec l'argent, enfin tout ça. Et alors il fallait une fille qui était très naturelle, mais aussi quelqu'un sur lequel tu peux tomber amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, il a tout ce qu'il veut C'est à un New cynique, York. en fait. Oui, c'est un cynique. C'est un cynique qui va se confronter à quelque chose de vrai, qui va se remettre en question par rapport à son existence, c'est ça. Exactement. Voilà. Et donc, ce type cynique, il faut une vraie raison, parce qu'à la maison, à New York, il peut avoir chaque femme qu'il veut, des top modèles et tout ça. Donc, il fallait quelqu'un avec beaucoup de charme, Charme, et beaucoup de personnalité naturelle. Et c'est Charlotte. Et ce qui est particulier avec ce film, c'est que tu retrouves aussi tes acteurs fétiches, Yann Declercq et Jos de Pauw, entre autres. Ah, no. No internet here. No. God is my provider. Jos de Pauw, j'ai fait, je pense, 5 ou 6 films avec lui. Sans lui, les films ne marchent pas, donc je suis obligé. Non, mais c'est vraiment quelqu'un que je connais tellement bien. Et comme tu le sais très bien, quand tu travailles avec des gens que tu connais vraiment bien, tu peux aller toujours un peu plus loin. Dans ce film-ci, Jos de Pauw joue pas Jos de Pauw. C'est-à-dire, il me dit lui-même, toi, tu me fais toujours jouer des trucs qui sont très loin de moi, que je m'amuse. Allez, c'est un cadeau, je pense, pour un comédien de pouvoir aller là où il n'a pas déjà été. Et donc, avec Jos, j'adore travailler. En fait, et c'est dans Flying Home, ce qui est assez étonnant quand on connaît un peu ton cinéma, enfin, quoi que tu as toujours été assez formaliste, mais là, c'est très classique. Oui. C'est à peine s'il y a une caméra à épaule, donc c'est vraiment à l'antithèse de ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Oui, je sais. Parce que je voulais faire un film romantique. Ouais.
Heb jij Witkop verkocht? This is gonna make you very rich, my boy. Shit. Go away! I want to make things right again. Then get my bird back. That's the one thing I can't do. It's still just a pigeon. Oh, no, right? no. Not just a pigeon. Déjà l'histoire un peu bizarre. Hein? Quel fou essaie de faire un film émouvant, j'espère qu'il est émouvant, sur un type qui perd sa pigeon. Au début, je voulais faire... Est-ce que j'ai raconté ça? Parce que parfois... je voulais faire une comédie burlesque. Ouais. Non, tu l'as pas dit. Quoi, avec Flying Home? Avec Flying Home. Tu voulais faire une comédie burlesque? Oui, au début. Je me suis dit, ah oui, un type qui va acheter un pigeon, un Américain, ça va être drôle, quoi. J'essaie... Et quand je racontais le prémisse de mon histoire, tout le monde rigolait. Ah, c'est une bonne idée, ah, ça va être drôle. Oui, je dis, oui, ça va être très drôle. Et alors, en écrivant, en faisant le film avec tout le monde, lentement, c'est devenu... le film, et je suis content parce que parfois les films qui t'échappent sont les meilleurs, je trouve. Parfois c'est quelque chose, c'est pour ça que je dis ça, l'alchimie, et l'osmose avec les autres gens, avec les comédiens, avec l'animal dans ce cas-ci, et fait que le film t'échappe un petit peu, et c'est à ce moment-là, je trouve que c'est fantastique. The Barcelona International. A hymn to love. Love. Yes. She flies to the one she loves. J'aimerais que tu parles un petit peu de ton immense trajet, parce que c'est quand même un trajet peu banal. Oui. Tu as connu le cinéma belge à une époque où il n'y avait pas beaucoup de films. Oui. On était 3, en fait. C'est ça. Je pense que du côté flamand, on était peut-être 5 réalisateurs qui faisaient des films. Tu sais, sortie d'un film flamand, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un ou deux par an, et je dois avouer que tous les films n'étaient pas vraiment bien, parce que quand tu fais peu de films, c'est très rare. C'est pas à chaque fois carton, c'est pas à chaque fois là-dessus. Juste, je veux dire. Donc oui, j'ai commencé en 87 avec mon premier film. C'est ça, c'est Crazy Love. Donc je sais pas si tu connais un petit peu le travail de Dominique, Christelle. J'ai encore tout à découvrir, je me faisais la réflexion. J'avais 10 ans en 87. Ah ouais. C'est peut-être un peu tôt pour voir Bukowski. C'est un peu tôt pour ça. C'est ça, parce que, en fait, moi, je suis assez attaché à ton cinéma, Dominique, et pourtant on se connaît pas, parce que grâce à Crazy Love, j'étais jeune quand j'ai vu Crazy Love, j'ai découvert Bukowski, que je connaissais pas du tout. Donc j'ai lu Bukowski, et en fait, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, que tu racontes un petit peu comment s'est passée cette production incroyable de ce film, qui est un film très provocateur à l'époque. Crazy Love, gebaseerd op verhalen van Charles Bukowski. Moet ik u eens zeggen waarom de grote mensen met elkaar trouwen? Om te kunnen vogelen. Je me rappelle que j'avais lu une courte histoire de Charles Bukowski qui s'appelle The Copulating Mermaid of Venice, California. Et c'est une histoire extraordinaire. Hein? C'est deux types qui volent un cadavre et un des deux types, ou les deux dans le livre, dans l'histoire, fait l'amour avec le cadavre. Donc c'est assez provoquant. Mais moi, je trouvais ça une histoire d'amour exceptionnelle. Donc j'ai fait le court-métrage qui s'appelait, je ne sais plus où, comment ça s'appelle? Enfin, en tout cas... C'est loin, c'est loin. 87. Donc, mon producteur à l'époque, Erwin Provost, avait vu le court-métrage et les gens aimaient beaucoup. Il dit, mais pourquoi tu ne fais pas un long-métrage de ça? J'ai dit, comment, quoi, tu veux que je fasse un film de deux types qui balancent avec un cadavre pendant 90 minutes pour finir la baiser, pour être un peu... Et j'ai dit, non, ça, je ne veux pas. Mais alors, il m'est venu l'idée de faire 3 courts-métrages, donc 3 épisodes dans la vie de quelqu'un. Donc, on a inventé, mais encore basé sur l'œuvre de Charles Bukowski, les 2 autres histoires, c'est-à-dire l'homme qui fait ce qu'il fait à la fin, qui est adulte, quand il a 12 ans, alors quand il a 17 ans, donc, et alors adulte. Donc 3 nuits dans sa vie. Et je dois dire que je ne savais pas, parce qu'on fait... C'est bizarre de raconter une histoire de telle façon, mais j'ai eu de la chance. Donc c'est devenu un film assez culte, c'est vrai. Et c'est une chance d'autant plus incroyable que Bukowski te parle de John Fante, qui à l'époque n'est pas connu du tout. Oui, absolument. Oui. Et tu fais ton 2e film coproduit par Francis Ford Coppola. Oui. C'est vrai que Crazy Love, qui s'appelait Love is a Dog from Hell en Amérique, avait provoqué des réactions assez fortes. Bukowski lui-même adorait le film. Mon poster est devant, où lui écrivait tous ses livres, donc il aimait beaucoup le film. Et grâce à ça, il y avait Sean Penn et Madonna qui aimaient beaucoup. Et alors,
Francis Ford Coppola a vu le film. Et oui... mais comment tu tombes sur le bouquin Bandini? Comment tu tombes sur John Fante? Comment ça se passe? Grâce à... C'est Bukowski. Bukowski admirait beaucoup John Fante. Tous les deux sont très humains. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que Bukowski, c'est seulement de la provocation, c'est facile, la drogue, mais c'est profondément beau. C'est un poète, quoi. Et je dois dire, donc j'avais lu le livre de Wait Until Spring Bandini de John Fante, et je voulais déjà... Enfin, je me suis dit, waouh, quel beau film. Moi, j'ose pas toucher ça, tu vois. Non. Quel beau film. Oui, il y a déjà le film qui tournait donc j'ai tourné, j'avais fini Crazy Love, et ça avait tellement de réactions fortes que j'ai dit peut-être je devrais quand même oser ou essayer de raconter cette belle histoire de John Fante. Ouais. Et on savait que Francis Coppola aussi était un grand fan de Fante. Okay. Donc à ce moment-là, il a demandé, il disait, why are you guys doing the same thing? Can I see your first film? Et alors, il a aimé mon premier film, il a dit, let's work together. Et voilà. Et quand Francis Ford Coppola, surtout à cette époque-là, maintenant, il est maintenant plus aussi connu que oui, il n'a plus rien à prouver. Mais à cette époque-là, c'était comme Dieu te disait, tu peux entrer dans le ciel, tout est pour toi. In 1938, when John Fante started to write, his work went unnoticed. Today, we recognize its beauty and its power. Francis Ford Coppola presents Wait Until Spring Bandini, a Dominique de Rudder film from John Fante's acclaimed novel. A story of joy and sadness, a story of a young boy and the lessons he learns from life. Après cette expérience, tu reviens en Belgique pour faire un autre film, et c'est l'époque où un autre cinéaste flamand très important émerge, parce que moi j'ai un peu l'impression que toi et Stijn Konings, vous êtes un peu les pères spirituels du nouveau cinéma flamand. Stijn Konings que tu connais, tu as travaillé avec lui. On a travaillé ensemble sur Sœur Sourire. Ça s'est bien passé avec Cécile Lefrance, super. Stijn, c'est vraiment une crème d'homme à tout point de vue. C'est quelqu'un d'extrêmement humain, de super généreux, de très simple. En termes de direction d'acteur, c'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup, qui est très précis, qui est très doux, donc qui laisse énormément de place aux propositions des acteurs et en même temps qui a une idée hyper claire de ce qu'il veut. Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Je pense que si tu veux partir avec moi au Congo, il faut que tu lâches tout ça, là. Puis que tu te mettes à étudier sérieusement. Janine, il y a des bruits qui courent. On dit que tu doutes de ta vocation. Mais c'est vraiment agréable. Mon assistant sur Crazy Love. Ah bon? Ouais, Stijn était mon assistant sur Crazy Love. Et vraiment, c'est un type formidable, comme tu viens de dire. Et après, Bandini, Aaron Provost, de nouveau, ce producteur, dit « Ah, tu veux pas travailler avec ce comique Urbanus, hein? » Hector, c'était le premier film de Stijn. Il a fait Coco Flanel. Oui, et à un certain moment, j'ai commencé à travailler avec Urbanus et je sentais que c'était pas mon truc. Et alors, Erwin me dit, mais qui alors peut le faire? Je dis, mais Stijn. Mais c'est ça qui est fou, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, mon analyse est peut-être pas la bonne, hein, je vais la faire courte, hein, mais c'est-à-dire que finalement, à la fin des années 80, début 90, il y a vraiment toi et Stijn qui émergeaient dans le cinéma flamand de manière très très forte. Il y a Stijn Konings qui fait des millions, enfin qui fait beaucoup d'entrées avec Coco Flanel, etc. Donc il y a le cinéma flamand qui prend une tangente qui est un peu repliée sur elle-même, et on a vu pendant 10 ans le cinéma flamand un peu replié sur lui-même en faisant des films, tu sais, un peu de proximité, on va dire. Alors que toi, tu as toujours essayé d'ouvrir, de casser les frontières. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, ce qui est paradoxal, même si Stijn Konings continue à faire des films de proximité, hein, avec le succès que l'on sait, puisque son dernier film a cartonné, il y a une nouvelle génération, que ce soit Félix Van Groningen ou Michael Koromskamp, qui, à mon avis, sont vraiment dans ta lignée. Ah oui, je pense. Tous les deux sont très talentueux, ils ont beaucoup de talent, et je pense vraiment que ça ne va pas s'arrêter avec ces deux-là. Non. Il y a déjà, peut-être, j'espère que c'est aussi le cas pour les francophones, mais en côté flamand, en tout cas, il y a une génération forte derrière eux déjà. Et je ne sais pas à quoi ça tient. Oui, à quoi ça tient. Parfois, ils me disent aussi, pour rigoler, ah, tu es mon parrain, Dominique Squet, merci. Je ne pense pas, honnêtement, que j'ai tellement beaucoup là à voir. Peut-être que pour eux, que j'ai ouvert un petit peu le rêve, quoi. C'est possible. Bien sûr, oui, c'est ça. Quand on travaille avec un film en Amérique, avec... Mais c'est évident, Dominique. C'est évident que tu as ouvert des portes. Mais c'est parce que, tu sais, Dominique a été nominé
aux Oscars pour Iedereen beroemd en 2001 ou 2000, c'est ça 2001. Pour 2000, mais en 2001. À l'époque, tout le monde s'en foutait, mais royalement. Royalement. La En Belgique, tu veux dire, je te ici. jure que Ouais. tout le foin qu'on a fait pour Runscope, et a raison, et pour le film de Félix, pour... Oui, ça n'a absolument pas existé à cette époque. Pour toi, c'est dingue, parce que tout le monde s'en foutait, mais complètement. Oui, c'est vrai. This summer, Miramax Films invite you to experience the music, the mayhem, and the miracle of the Oscar-nominated outrageous new comedy critics are calling hilarious and utterly fantastic film. Everybody's famous. Mais tu vois, à cette époque-là aussi, 2000, c'est pas tellement longtemps, il n'y a pas tellement longtemps, le cinéma flamand en tout cas, les gens, le public n'allait pas voir un film flamand. Et ils étaient convaincus, si un film est flamand, ça veut dire qu'il est mauvais. Chiant, et parfois, j'ai discuté avec des gens, avec des flamands, je dis, mais est-ce que tu as déjà vu un film flamand? Ah non, ça part. Je pense que les gens sont venus aller voir des films flamands assez récemment, en fait. Que ça marche vraiment, que le public vient voir des films flamands. Est-ce que le fait qu'il y ait des séries télé qui se développent beaucoup, parce que j'ai l'impression que ça fidélise aussi, en tout cas ça ouvre un intérêt pour le public qui regarde la télé, de se dire ah ouais, ce comédien que j'ai aimé dans telle série, et les séries en Flandre sont vachement développées depuis longtemps, quoi. Ils écrivent beaucoup, ils réalisent beaucoup. Du coup, ça crée un intérêt pour les comédiens. Et donc, quand ils sont au cinéma, là, c'est encore l'événement. On va voir le comédien qu'on a aimé à la télé au cinéma. Ce qu'on a moins, on a moins en francophonie. Hein. Il y a très Avec peu un de choses souci qui dramaturgique sont, un peu plus exigeant. Oui, aussi, oui, aussi, oui. C'est Shakespeare qui m'a donné envie de faire ce métier. Est-ce que c'est si dur que ça pour vous de rentrer au pays? Est-ce que ça vaut le coup de vivre toute cette merde? Qu'est-ce que tu crois? Qu'on est maso? Hein? Le Magritte est décerné à Christelle Cornille, dans l'illégal. Merci. Putain, mais t'es qui toi pour me juger? Je t'en pose moi des questions? Je te juge pas, tu me juges pas, d'accord? Bonjour, bonjour. Ah, bonjour de la batte. Et alors, c'est ski? Très bien, je vous remercie, le dentu. Et vous allez bien? Comme un lundi. Ah, elle est pas mal, celle-là. Ah, j'aime bien. Bonjour. Je suis adulte, putain, j'ai quand même assez de jugeote pour savoir ce que je fais. Je veux juste qu'on passe pas un truc qu'on regrette toute notre vie, c'est tout. Ben moi, je sais ce que je veux pas regretter toute ma vie. Mais Christelle, je te reçois aussi principalement pour ton actualité. Donc, tu as fini de tourner, le film va bientôt sortir, qui est un nouveau film de Patrice Lecomte, qui s'appelle Une promesse. C'est la deuxième fois que tu travailles avec Patrice Lecomte. Ouais. Donc, sans Moi, j'ai être... un tout petit ouais. rôle, c'est minus. C'est vraiment... En fait, on a vraiment bien accroché tous les deux sur le tournage de La Guerre des Miss. Et Patrice, c'est une des premières personnes qui a répondu à un courrier que je lui avais envoyé il y a longtemps, en lui disant « J'aime vraiment votre travail ». Et je lui avais envoyé ma première démo. Il m'avait renvoyé une super longue lettre en me remerciant. Et du coup, on a gardé un lien. Et là, j'avais pas de boulot à l'époque où le film allait se tourner. Et je lui ai envoyé un petit mail en lui disant, voilà, écoute, je serais très contente de te retrouver dans le travail. Et il m'a dit, écoute, j'ai vraiment rien. Enfin, j'ai un truc, c'est une journée, c'est une demi-journée. Mais c'était en anglais, c'était avec Rebecca Hall. Et j'ai dit, allez, allons-y, faisons-le. Et tu viens de tourner avec les Frères Dardenne, là. Ouais. Et les Frères Dardenne, donc leur nouveau film qui est en post-production. Qui est en post-prod. Tu vas me demander si c'était pellicule ou... Non, mais le film a été tourné en digital. Ah oui, oui. C'est le premier film des Frères Dardenne qui a été tourné en digital. Donc même eux se mettent au digital. Donc j'imagine que, fidèle à leur réputation, au lieu de faire 150 prises, ils en font 472. 150, on n'a pas fait. Non, on fait beaucoup de prises. On fait beaucoup de prises, mais c'est construit comme ça, si tu veux. La journée, on passe une journée. Donc déjà, on a tourné tout dans la continuité, ce qui est extrêmement confortable pour les comédiens, parce que du coup, tu passes pas d'une émotion à l'autre sans savoir par où tu dois passer pour y arriver. Je comprends que ça prenne autant de temps, parce qu'on doit jouer avec, déjà avec nous, avec notre énergie à nous en tant qu'acteurs, avec tout le parcours qu'on fait dans la scène. C'était une scène particulièrement longue qu'on avait à jouer ce jour-là. Et puis, la manière dont la caméra se place, la manière dont on bouge, et on ne bouge pas, on a un chemin qui est clair d'un endroit à l'autre, mais on ne bouge jamais exactement de la même manière. Et donc, ça veut dire que le cadreur, il doit chaque fois s'adapter à nous. Et comme il fait partie intégrante de notre rythme,
dès qu'il y a un petit décalage, ils le sentent. Et donc, ils sont tous les deux, les frères. C'est ils sont très tous les intuitif, deux, en fait, hein. Devant l'écran, ils regardent. Et si ça... Et alors, parfois, on fait beaucoup de prises, mais on fait jamais le même nombre de prises de la même longueur. Je veux dire, parfois, on s'arrête au bout de 10 secondes parce que tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas. Après La Régate, Bernard Belfroid tourne Mélodie. Mélodie, jeune femme de 28 ans, décide de devenir mère porteuse contre une grosse somme d'argent. Émilie, la mère commanditaire, riche anglaise de 48 ans, fait venir Mélodie chez elle. Elle veut pouvoir contrôler le bon déroulement de la grossesse. Si au départ tout les sépare, les deux femmes s'adoptent progressivement. Donc aujourd'hui, on est dans une clinique reproductive. Donc nos deux personnages, Mélodie et Émilie, sont arrivés en Ukraine et Mélodie va être inséminée avec l'ovocyte d'Émilie. Aujourd'hui, je me fais inséminer et demain, j'accouche. J'ai rencontré Lucie, je cherchais une résistance, je cherchais ma Mélodie. Je l'ai trouvée assez vite au théâtre en Belgique. Lucie Debay, formidable actrice, très magnétique, très lumineuse. J'ai suivi des femmes enceintes à différents moments de leur grossesse. J'ai un peu baigné dans cet univers. Donc c'était un peu troublant parce que moi j'ai pas d'enfant. Avec Rachel, ça s'est passé aussi très simplement puisqu'on a engagé une directrice de casting anglaise qui m'a proposé une quinzaine de noms et puis mon premier choix c'était Rachel et on lui a envoyé le scénario. I received it in Australia, which is where I live, and via email and with a note from my English agent. Just saying it was a project in Belgium. It's like a piece of music that you slowly hear more and more. It's a very simple piece. And when I finished reading the script, I was really moved. It was a bittersweet feeling. À la base, le scénario était juste en français. On savait qu'il y avait une partie en anglais. Maintenant, il est bilingue. Et donc, en fait, on devait adapter un peu les scènes en français, les adapter au personnage d'Émilie. Et puis moi, mon anglais, il fallait l'adapter à mon personnage. C'est aussi un des personnages du scénario, la langue. C'est-à-dire que quand il y a des scènes de tension, l'autre entraîne l'autre sur sa langue. Et en fait, on voit jamais ça dans les films. Dans les films, on parle toujours soit anglais, soit français, soit en double, etc. Mais moi, je voulais faire aussi peut-être que ce film parle aussi d'une histoire d'Europe. Et on voit jamais ça dans les films, qu'il y ait deux langues qui entrent en conflit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. 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 C'est vous qui devriez avoir peur. 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 Ce n'est pas normal. C'est vous qui devriez avoir peur. Ah bon? On se remet en place, s'il vous plaît. Dans cette émission, il y a une petite rubrique qui s'appelle le coup de cœur. Donc je voulais juste vous parler du dernier film de Jim Jarmusch qui s'appelle Only Lovers Left Alive. En fait, qui est un film assez incroyable, qui m'a vraiment laissé pantois. Her third wedding. It looks so young. Give my regards to that suicidally romantic scoundrel. Well, let's hope he's just romantic. Jarmusch, pour revenir sur son parcours, est un metteur en scène vraiment très très impressionnant, qui ici fait un film à la Cocteau en fait. En fait, il fait un film très gothique, très romantique, mais vraiment romantique dans le sens victorien du terme. Il fait un film de vampire qui est à la lisière du réalisme magique, qui a vraiment des accents complètement européens, à la Franjou, à la Cocteau. You being so reclusive and everything is probably only going to make people more interested in your music. Yeah. What a drag. Moi, j'ai été cueilli par le film, par la beauté formelle du film, par la beauté thématique. C'est-à-dire que le film a cet aspect fin de siècle sur l'idée que c'était peut-être autrement avant, mais c'était pas forcément mieux avant. Mais nous, dans cet aspect d'éternité, parce que le film traite de vampires, comment est-ce qu'on fait pour vivre et pour survivre? Et donc, il a cette espèce d'élan romantique qui est bouleversant. Et je pense vraiment que c'est un des films les plus beaux de Jim Jarmusch. Et c'est un film de jeune homme, vraiment un film d'adolescent. We gotta go, right now.
that the really good stuff? Precisely. Typo. Negativo. My product is secret in your soul. Moi, ce qui m'a touchée aussi, c'est ces deux êtres qui s'aiment et qui sont loin l'un de l'autre et qui, voilà... Et ils sont en même temps complètement en dehors du monde, puisque ils vivent la nuit, ils voient personne, entre eux ils se voient à peine, et comment ils sont isolés, et comment lui porte un regard très très sombre sur effectivement la manière dont le monde... Et nous donc, on devient les zombies pour eux, les êtres humains vivants sont des zombies, et comment on fout en l'air notre planète et le monde dans lequel on vit, et comment on se perd dans des choses sans intérêt, alors que eux, c'est comme s'ils avaient retenu la quintessence de chaque période dans laquelle ils ont vécu. I have what you need. Not what I need. Voici Marie. Bonjour. Bonjour. Qui va vous présenter son journal. Mon petit agenda, mon agenda du mois d'avril. Alors au mois d'avril, il y a 4 festivals, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Le premier en date, il arrive très très vite. C'est le festival Millennium, festival international du documentaire de Bruxelles. Les projections auront lieu au centre culturel d'Etterbeek, à Beaux-Arts et puis dans d'autres lieux de la capitale. C'est du 3 au 11 avril. Le deuxième festival de ce mois d'avril, c'est le BIF. C'est la 32e édition. Ils s'installent pour la deuxième année au Palais des Beaux-Arts, puisqu'avant ils étaient à Tours et Taxi. Ils sont bien installés là-bas. Alors on va festival préféré. Son festival préféré. Voilà. Confondu. J'ai grandi. Donc, oui, festival du film fantastique, de science-fiction et thriller. J'étais membre du jury une fois là-bas. Toi peut-être aussi. Fantastique. Je me suis bien amusé. Moi aussi. Bon, il y aura les classiques, le bal des vampires, la nuit des zombies. Il propose des masterclass avec Tonino Benakista et Jean-Pierre Jeunet. Et alors, ce qui fait la notoriété de ce festival-là, c'est les invités un petit peu internationaux. On ne sera pas déçus cette année, puisqu'il y aura Giancarlo Giannini et Terry Gilliam en personne, qui viendra présenter son tout nouveau film, Le Théorème Zéro. Et puis c'est le nouveau film de Denis Villeneuve, Ennemi. Donc Denis Villeneuve qui a réalisé Prisoners, qui a réalisé Incendie. C'est super. Voilà. Et donc c'est son nouveau film, Ennemi, qui clôturera le festival. Et donc le BIF, c'est à Bruxelles, et c'est du 8 au 20 avril. Alors on passe dans un autre genre, le genre policier. Troisième festival du mois d'avril, c'est le festival du film policier à Liège. Et pour la 8e édition, ils organisent un carrefour des talents. C'est pour les jeunes acteurs en devenir. Et donc il y aura des ateliers tout le long du festival, et le gagnant, il pourra accéder à 3 ans de cours Florent à Paris. Et puis alors, 4e festival du mois d'avril, puisqu'il y en a 4, je vous le disais. Il y en a des festivals, le Brussels Short Film Festival. C'est du 23 avril au 3 mai, mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, le mois prochain. Il ne me reste plus qu'à vous dire au mois prochain. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup, Dominique. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Voilà, cette émission s'achève. Au mois prochain. Salut. Merci. Salut, Merci à vous.